Bienvenue dans les catch-up du panier, un moment unique avec des anciens invités du panier. Premier podcast e-commerce en France. L'idée est de reprendre la discussion là où on l'a laissé un an plus tôt pour analyser ce qu'il s'est passé depuis, quels nouveaux enseignements ils peuvent nous apporter, quels sont leurs insights marchés ou produits et comment ils ont fait pour progresser comme ils l'ont fait. Le tout en moins de 30 minutes, ce sera un challenge. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission, rendre l'expérience digitale de l'utilisateur final efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité, en singularité. Vous avez un projet? Parlons-en et contactez-moi sur contact@lepanier.io. Bonne écoute. Chers auditeurs, je reçois aujourd'hui dans ce catch-up du panier Emmanuel Alix, qui est le directeur du digital et du numérique à l'équipe, avec une question simple: quels sont ses enjeux et ont été ces enjeux sur l'année qui vient de passer? Comment est-ce qu'on fait pour se détacher quand on est le média de référence en quotidien sur l'actu sportive? Et ben, comment on fait pour se détacher de l'actu chaude et faire des sujets de fond qui sont à la fois une réponse à un contexte difficile qui est celui du Covid où la plupart des événements sportifs se sont arrêtés, mais aussi un sujet plus long terme pour se détacher justement de cette actu chaude et arriver à conquérir d'autres bassins d'audience. Donc premier enjeu. Deuxième enjeu, se projeter sur le live, puisqu'aujourd'hui on a une bataille de titans sur 1% des événements qui sont les plus gros événements, mais 99% des événements qui ont des bassins d'audience importants, qui intéressent beaucoup de monde, ne sont plus couverts, n'ont plus leur place. Comment est-ce que l'équipe a un rôle à jouer dans cette équation? C'est un épisode passionnant. Vous aviez déjà été très nombreux à me dire que Emmanuel était à la fois très didactique et pédagogue sur la partie data lors du premier enregistrement. Emmanuel est incroyablement généreux en insights, en chiffres, en bonnes pratiques qui lui ont permis de faire progresser l'équipe, et c'est un catch-up passionnant. Très belle écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux aujourd'hui de re-recevoir d'ailleurs Emmanuel Alix pour ce catch-up. Emmanuel Alix de l'équipe qui est directeur du digital. Ouais, exactement. Pour faire simple. Avec des enjeux hyper importants dont on va parler aujourd'hui, mais surtout qui drive les innovations de ces derniers semestres et des semestres à venir. Se détacher de l'actu chaude, qui était le cas jusqu'à présent, et faire progresser la chaîne et les lives plus loin que dans leur bassin d'audience actuel. Bienvenue. Salut Laurent. Merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation. L'équipe, vous le connaissez, c'est le leader, le premier média, la première destination sur le sport, qui jouit quand même d'une certaine, d'une aura certaine, Tu me racontais une anecdote sur Benzema, par exemple, pour m'expliquer cela. Oui, tout à fait. C'est que donc Benzema a été rappelé en équipe de France. Tout le monde a dû le voir passer. Donc nous, on le sort dans le journal, donc la veille au soir, quand on boucle le journal à minuit, on dit il est probable, c'est pas impossible. Ça commence à faire du bruit le matin. Le Parisien, au conditionnel, dit Benzema devrait être dans la liste. Il se passe pas grand-chose toute la journée, une espèce d'excitation, mais on sent que tout le monde attend que l'équipe le confirme. Il y a 17h, on le confirme, on dit Benzema sera dans la liste de Deschamps. Et on a vraiment senti que ça y est, c'était fait, que Deschamps, qui l'annonçait 4 heures après, en fait... ça n'était plus qu'une confirmation et qu'il n'y avait plus de doute possible. Et donc vraiment, on a une place, je pense, clé. On est l'acteur de référence du sport en France, même si on est souvent, il y a pas mal d'autres acteurs qui essayent, mais on reste au cœur de tout ça, et c'est cette force qu'on doit développer, quoi. On doit s'appuyer sur cette force pour le faire. Il y a un tampon, l'équipe, sur le sport. Ouais. Ça fait partie des sujets qu'on va aborder. J'aimerais comprendre comment le Covid a impacté peut-être la décision, la strat, la direction du groupe. On commencera avant cela par le contexte sportif, concurrentiel, les droits, l'évolution des droits, de l'achat de droits dans le milieu. Et tout ça nous amènera à cette nouvelle plateforme que vous avez sortie récemment et qui cartonne, d'après ce que tu m'as dit. Mais tu nous en diras plus. Axé autour justement d'une brique qui explore des temps longs, plus en profondeur et justement moins en lien avec l'actu. Et le live, puisqu'il y a de plus en plus de live sur la plateforme. Et on terminera sur la transfo de l'audience. Vous avez toujours, tu nous l'avais très très bien expliqué il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, ce tunnel où tu fais rentrer de l'audience gratuite que tu vas fidéliser, transformer en abonné payant. Bienvenue, une fois de plus, très heureux de te recevoir. Comment a évolué justement l'univers des droits
Et est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui ? Alors, il y a de la place pour tout le monde, il n'y a peut-être pas de la place pour autant d'acteurs qu'on a eu à certains moments. Et en fait, il est vraiment en train de bouger et en train d'évoluer là constamment. Il y a déjà donc, les droits sur des chaînes gratuites, mais au final, les chaînes gratuites, TF1, M6 ou France Télé vont garder des très grands événements, le Tour de France, le Tour des Destinations, les matchs de l'équipe de France de foot, ou l'Euro, la Coupe du Monde, là, on va le voir dans quelques jours. Et après, il y avait des chaînes payantes. Il y avait beIN, Canal, Eurosport, voilà, un certain nombre de chaînes payantes. Et la chaîne L'Équipe est arrivée en 2015 sur ce marché des diffusions d'événements sportifs de droits. Donc voilà, ça a déjà un peu chamboulé, mais on restait sur des droits, le biathlon, le vélo, enfin voilà, des bons droits, mais pas le top des droits. Et après, il y a eu quand même quelque chose de nouveau, c'est la faillite de nouvelles offres payantes de sport, comme Mediapro, enfin Téléfoot, la chaîne Téléfoot, qui a duré 6 mois en France, et qui rebat un peu les cartes de tout ça, entre se dire, est-ce qu'il faut qu'on continue à confier tous nos droits avec, en espoir d'avoir un peu d'argent, mais pourtant être assez peu visible et avoir assez peu d'audience. Je prends l'exemple de Téléfoot. Un Téléfoot, c'était 600 000 téléspectateurs, je crois, au max de ce qu'ils ont eu. Un match de Ligue 1 sur Canal, c'est 2 millions de téléspectateurs. Donc, est-ce que c'est super ? Ils nous ont apporté beaucoup d'argent. Finalement, ils n'avaient pas de quoi les payer, donc ça a été un problème. Mais voilà, comment il y a cet enjeu entre visibilité et cash que les organisateurs ou les fédérations ou les ligues peuvent recevoir, qui remet un peu et qui rebat un peu les cartes des droits sportifs et de ce qui peut être diffusé sur des chaînes de télé, en télé classique ou en OTT. Et donc une place à prendre, un coup à jouer. Et donc une place complètement à prendre sur le sport gratuit, à la télé ou sur support numérique. On pense qu'il y a des sports qu'on ne voit quasiment plus et qui ont besoin de cette exposition-là et qui ont pourtant beaucoup de licenciés, qui est pratiquée dans les écoles et qui pourtant ont des équipes de France très performantes, qu'on peut voir au JO ou en championnat du monde, mais qu'on ne voit plus le reste de l'année. Et ça, on pense que l'équipe a une vraie place à jouer là-dessus. Et du coup, ça a un impact sur les droits. Alors, il y a eu ces grands scandales sur on va dire les 20% d'en haut, peut-être les 5% ou les 3% d'en haut, mais dans des sports plus accessibles en termes de droits, voire gratuits parfois, c'est ça ? Bah, on a, oui, c'est sûr que on avait déjà avec la chaîne L'Équipe, une chaîne de télé de TNT est puissante. Donc voilà, après, il faut que ça matche avec l'audience et la monétisation. Et puis après, c'est sûr que y a des compétitions qui se disent, je préfère être en diffusion gratuite parce que j'ai une exposition, parce que il y a des partenaires, parce qu'il y a une audience, parce qu'il y a quelque chose à faire. Donc après, c'est un travail de longue haleine qu'on doit mener et qui est pas toujours évident, notamment pour les patrons de fédérations de ligue d'aller vers ça. Mais voilà, le biathlon est un super exemple. On fait la Coupe du Monde de biathlon. Bon, évidemment, il y avait un sportif exceptionnel avec Martin Fourcade, donc ça aide. Mais typiquement, le biathlon est devenu quelque chose que les gens connaissent, je sais pas, moi, je suis allé cet hiver 2 fois à la montagne. À chaque fois, j'ai vu des stands de tir qui étaient installés pour faire des animations. Et il y a un vrai quelque chose qui se fait autour de ce sport-là, grâce à la méditation, grâce à ce que la chaîne l'ait diffusé, que le site en ait parlé, que le journal en parle. Et voilà, je pense que l'équipe a un vrai rôle, tout en gardant son indépendance vis-à-vis des fédérations. On dira toujours des choses qui vont pas, voilà. Mais voilà, des choses à faire avec eux pour médiatiser ça et puis pour nous avoir des images de sport, parce que c'est quand même ça la base, quoi. J'ai regardé pour la première fois des épreuves de biathlon récemment, enfin l'année dernière je crois. J'avais jamais regardé, j'avais juste vu des retranscriptions, des extraits. C'est passionnant en fait, ça doit être bien compliqué. C'est passionnant parce qu'en plus le format est fait pour la télé. Ouais. Ça dure 45 minutes. À chaque tour ou à chaque partie, tout peut être mis en cause avec. Donc c'est vraiment un super format. Et en plus on avait un bel ambassadeur français. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, donc il avait déjà arrêté, la saison 2020-2021, donc celle qui vient de se finir il y a quelques semaines. Les Français sont très bons. Martin Fourcade n'est plus là, mais nos audiences ont continué à progresser malgré l'absence de Martin Fourcade. Les audiences ont continué à progresser et continuent encore, puisque vous venez de battre un record, 1,7 milliard de pages vues en mai. Ouais, tout à fait. C'est ça, hein. Ouais. On a eu une belle actu et puis plein de... Voilà, une bonne conjonction d'un peu de toutes nos forces, et donc avec un championnat de Ligue 1 qui a été intéressant, une Ligue des Champions intéressante jusqu'au bout. Et donc voilà, on a fait 1,7 milliard de pages vues. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on globalement garde le même bassin d'audience. On a nos 3 millions de visiteurs uniques quotidiens, on va dire nos 12 à 14 millions mensuels, mais ils consomment de plus en plus, ils reviennent de plus en plus souvent. Et donc c'est ça qui nous permet de faire plus de pages vues et d'avoir un usage qui est de plus en plus fort. Et ça nous
Ça nous satisfait. Ça fait partie des sujets qu'on avait abordés à l'époque, c'est que tu as déjà atteint, vous touchez tous les gens qui s'intéressent au sport, a priori, en France. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on les fidélise, on les transforme en abonnés payants. Dans un univers qui évolue rapidement, on en parlait en préparant cet entretien, mais Amazon Prime qui retransmet des matchs, certains matchs de Roland Garros, c'est une première. Ça change les habitudes de consommation du grand public, en fait. Ouais, je pense que ça change, et puis c'est pas anodin, même pour un média comme L'Équipe, c'est que un match sur France Télé, la majorité de nos lecteurs peuvent le voir. Un match sur Amazon, je sais pas combien ils ont d'abonnés qui consomment Roland Garros là, depuis 10 jours, mais si on ne voit pas le match ou si on ne projette pas de le voir, après il y aura moins d'intérêt à relire ce qui s'est passé, à comprendre l'événement ou à se projeter vers l'événement à venir. Donc c'est aussi pour nous, c'est tout ce qui se passe sur les droits sportifs, indépendamment de nous, chaînes gratuites en télé. C'est comment les chaînes payantes arrivent à magnifier les événements, à faire qu'ils aient beaucoup de téléspectateurs. Et c'est vrai que nous, quand la Ligue 1 revient sur Canal, on est ravis, parce que Canal fait plus de téléspectateurs un dimanche soir que Téléfoot par le passé. Et donc nous, il y a plus de gens qui achèteront le journal le lendemain, qui vont venir sur le site regarder les notes qu'on a données aux joueurs. Et donc tout ça, on est vraiment lié à cet écosystème-là, et on n'est pas juste dans notre coin, mais on est dépendant des chaînes de télé, on est dépendant des autres acteurs, du divertissement au sens large. L'Équipe gagne si de manière générale le sport est plus apprécié, plus vu en France, même si vous n'y diffusez pas. Même si on ne le diffuse pas, et on sait très bien qu'il y a plein de compétitions qu'on diffusera jamais, la Ligue des Champions, le top de l'événement, c'est pas dans nos moyens, et notamment pour une chaîne gratuite. Et non public. Donc voilà, mais c'est indispensable que le sport soit vu pour qu'il soit après consommé chez nous. Il y a un lien, c'est ça, entre l'événement sportif en lui-même et son analyse ou sa présentation en amont, j'imagine, qu'on va pouvoir voir sur L'Équipe, c'est ça? Ouais, bien sûr. Si tu sais que le match, tu le verras pas, que t'as pas vu d'image, tu sais pas ce qui s'est passé, aller te plonger dans un papier de 5000 signes qui va t'expliquer pourquoi un tel a battu un tel, ou même dans un décryptage vidéo, ou même dans un podcast, dans tous les types de contenus, il faut l'avoir vécu, l'événement. Après, évidemment, il y a des gens qui viennent, ils l'ont pas vu, ils ont envie de savoir ce qui s'est passé. Mais en tout cas, pour continuer à progresser, à recruter des abonnés, il faut, nous, plus le sport sera diffusé, plus le sport sera suivi, mieux l'équipe se portera. Ce qui m'amène au premier sujet, parce que non seulement l'univers concurrentiel évolue fort, mais avant ça, il faut qu'il y ait du sport pour en parler. Ouais. Et on sort, on est le 9 juin, on est tous presque vaccinés une première fois au moins, je crois. On sort d'une année où les manifestations sportives, il n'y en avait plus ou pas. Ouais. Comment ça s'est passé pour vous? C'était comme on dit, on a vraiment la double peine. Le confinement pour tous, même la triple, l'arrêt de tous les investissements publicitaires du jour au lendemain, et l'arrêt du sport. Donc qu'est-ce qu'on va raconter? Fallait qu'on continue à faire un journal, qu'on continue à faire un site. Et qu'est-ce qu'on allait raconter pendant, on ne savait pas au début, ces X semaines qui s'annonçaient devant nous. Donc, et en plus, tous, évidemment, en télétravail, ce qui est pour fabriquer un journal quotidien, était en plus une prouesse d'ingéniosité, de préparation, je veux dire préparation, parce que ça a duré 2 jours la préparation, mais voilà, d'essayer de se mettre en ordre de marche, parce que on l'avait jamais fait, jamais personne, notamment je parle du journal, ne travaillait à distance, et donc ça a été du jour au lendemain, on a dû tout le monde chez soi et faire un journal. Je fais une parenthèse, mais quelles ont été les frictions? T'as déjà une certaine indépendance, non? Non, parce que pigiste ou quand t'es concepteur-rédacteur. Ouais, mais en fait tu fais une page. Aujourd'hui, il y a 2 métiers principaux pour faire un journal. Il y a les rédacteurs, les reporters, et il y a les éditeurs qui vont éditer la page. Et les maquettistes quand on casse un peu la mise en page et qu'on va faire quelque chose de spécial. Donc en fait, il y avait une culture très forte où les gens se mettent ensemble à leur bureau et travaillent la page ensemble. Ah tiens, le titre mets-le là, tiens la photo décale là. Enfin, il y a assez peu de travail, on s'envoie un message, texte, comme sur les métiers numériques, on peut le faire beaucoup. Il n'y a pas du tout cette culture-là de chacun dans son coin, on s'envoie les éléments, puis quelqu'un, ça va construire la page tout seul. Donc il y avait vraiment un enjeu culturel on peut travailler différemment, et ça a été compliqué, mais pourtant on a réussi. Et pour revenir sur comment on a avancé là-dessus, voilà, il fallait qu'on raconte autre chose. Donc il y avait évidemment le sport et le Covid. Premier jour, il y avait pas mal de choses à raconter. Tel événement s'arrête, un tel est positif et tout. Mais à un moment, on se lasse. On se lasse, surtout que quand t'es confiné, t'en avais un peu, je pense, ras-le-bol de lire des trucs là-dessus. Et donc, on est devenu un espèce de magazine quotidien. On a raconté des histoires de sport, de sportifs,
passées ou des sportifs qui étaient dans certains sports. Il y en a souvent qui travaillent en parallèle. Donc, on a fait toute une sur les sportifs soignants. Enfin voilà, on a fait un certain nombre de choses et on a vraiment réussi en 3 mois à faire un magazine avec des unes hyper innovantes, avec plus de travail graphique. Évidemment, c'était un journal moins épais. Hein, il faisait 24 pages alors que d'habitude, il en fait 40. Mais néanmoins, on a réussi à développer ça sur le site également, à faire beaucoup plus de jeux, des quiz, enfin ce genre de choses. On est un peu sorti de l'actu, évidemment, on n'en avait plus. Et sur le numérique, évidemment, en kiosque, ça a été très compliqué parce que les gens ne sortaient plus de chez eux et ne se déplaçaient plus. Donc en kiosque, le journal était assez peu vendu. Mais en numérique, ça a très bien marché. On a gardé globalement 70% de notre audience. Donc nos 3 millions quotidiens, on en avait 2 millions tous les jours qui continuent à venir. Donc ça, c'était très rassurant. Évidemment, il venait un peu moins souvent qu'avant, mais il venait quand même tous les jours. On rafraîchit pas la page 30 fois pour voir si... Non. On évolue le score, ouais. Voilà, exactement. Et ça a bien marché. Et on a surtout continué à accroître notre parc d'abonnés. Ça, c'était un peu la bonne nouvelle du confinement. En gros, tout s'est cassé la gueule. La vente du journal, la pub, voilà. Il y a un truc qui s'est bien tenu, c'est les abonnements. Alors tu disais la triple ou quadruple peine, mais en fait il y a une peine en plus. C'est beaucoup plus facile d'écrire sur de l'actu que sur de l'analyse de fond, non ? Ah oui, bien sûr. Ouais. Donc tu arrives à tenir une cadence quotidienne, même si moins épaisse, tu l'as dit, une vingtaine de pages versus 40. 40, c'est ça, hein, moitié. Mais surtout du fond, il faut le penser, il faut le réfléchir, ça prend plus de temps à écrire. Ouais, bien sûr, mais vraiment tout le monde s'est... Puis il y a une espèce d'énergie collective où on se disait il faut absolument qu'on continue à être diffusé. On s'est même posé la question à un moment, mais est-ce qu'on va continuer à réussir à faire un journal tous les jours pendant toute la semaine, quoi. Et je crois que tout le monde, il y a une espèce d'énergie collective en disant non, on peut pas arrêter. Donc tout le monde s'est vraiment retroussé les manches. Est-ce qu'en même temps, les sportifs avaient plus de temps peut-être pour répondre aux questions ? Oui, c'est vrai. Non, ça c'est vrai, t'as raison. On a pu avoir des interviews, les gens, ils avaient le temps, ils étaient présents. C'était aussi le moyen pour eux de continuer à exister dans cette période où ils n'avaient plus d'actu. Donc non, il y avait des choses. Bon, mais la perf réelle, c'est d'avoir réussi à garder donc un rythme que vous aviez avant, 70% de l'audience en ligne, et d'être arrivé à faire croître la base abonnée. Est-ce qu'elle a cru uniquement parce qu'elle ne pouvait plus aller en kiosque ? Alors, il y a eu ça, évidemment. Il y a eu un report ? Évidemment, il y a eu un report. Elle a cru aussi également parce qu'on a fait des offres assez agressives. Je ne sais plus à combien on était, mais je crois qu'on était à 1 euro par mois pendant 4 mois ou quelque chose comme ça. Donc pendant toute la période vraiment de confinement un peu dur. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, derrière, ils sont restés. C'est qu'on avait très peur, parce qu'on a fait, je crois, 30 000 recrutements sur cette offre je crois qu'on l'a lancé début avril jusqu'à fin mai. Donc on a recruté 30 000 personnes. On s'est dit, OK, on va en perdre 80%, ils seront perdus à l'été. Et finalement, on en a gardé plus de 50% 6 mois après. Bon, tu avais un réel enjeu qui était la conversion et ensuite la fidélisation, et de leur offrir... Et ce qui nous a vraiment intéressé, ce qui fera un peu le lien avec la suite, c'est que on peut recruter même sur du contenu froid. Nous, notre croyance, en tout cas, un truc un peu fort, c'était là où l'équipe est très fort, c'est l'info. On est le producteur d'infos, c'est nous qui sortons la plupart des infos dans le monde du sport aujourd'hui, en France. Donc on est très fort sur l'info, sur les matchs, sur le décryptage, sur l'analyse, etc. Et on s'est rendu compte que nos lecteurs qui venaient régulièrement, ils étaient aussi intéressés pour ces histoires un peu décalées. On le faisait déjà, mais c'était moins un axe important. Il y a d'autres acteurs sur le sujet ? Sur le monde du sport ? Ouais, qui sont pas dans l'actu chaude, mais plutôt dans l'analyse. Tu penses à qui ? Je sais pas, SoFoot, non Ouais, mais c'est un mensuel, c'est pas sur le même rythme. Et puis c'est des volumes qui sont... Tu vois, ça reste une petite... pas dire une niche, parce qu'ils sont très bons, et moi j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais voilà, c'est pas une cible très très grand public, SoFoot. Mais c'est un terrain de jeu que vous avez attaqué du coup pendant cette période, et qui a plu. Et qui a plu, et par rapport à ton exemple de SoFoot, c'est que nous on est multisport, et on est aussi le seul à faire un papier sur le basket, sur le rugby, sur le tennis, sur la F1, sur la moto, sur tout ça. Et évidemment, le foot est le sport roi, et c'est évidemment la base. Mais je pense que cette offre multisport est d'aller raconter autre chose qui montre que le sport, c'est pas que les mecs qui courent derrière un ballon, mais c'est une histoire passionnante avant, un parcours incroyable d'un sportif qui est parti de rien. C'est un peu une banalité ce que je veux dire, mais ça de le raconter, les gens ils veulent aussi le savoir, et que quand on est dans un rythme d'actu très fort, on oublie peut-être un peu de temps en temps, prendre ce petit pas de recul. Voilà. Et on le faisait 1 fois par semaine avec le magazine, qui est vendu avec le journal chaque samedi, mais sinon on le faisait assez peu. Ce que je retiens, ce qui est important, c'est qu'on
on n'est pas abattu dans cette période. Donc on change l'approche qui est plus de l'actu, mais on fait un magazine quotidien sans actu, c'est un réel enjeu. Malgré la baisse d'audience de 30%, vous avez quand même réussi à garder 70%. Et à ce moment-là, vous êtes agressif sur les offres pour essayer de convertir un maximum de gens qui ne peuvent plus acheter le quotidien et ensuite de les fidéliser et de les garder. Ouais, tout à fait. Et ça marche puisque tu m'as dit ils étaient toujours là. Ouais, après la période, et là même toujours, aujourd'hui on en a gardé toujours 50% des gens qui se sont abonnés pendant cette période. Donc et ça c'est peut-être aussi une des... Par rapport à ce qu'on avait fait il y a 2 ans, c'est ça, le dernier. C'est vraiment... Faut, entre guillemets, nous maintenant on dit on n'a plus peur de l'offre promo. On dit attention, il va y avoir des opportunistes qui vont venir que pour ça. Et au final, en fait, on est toujours gagnant, enfin quasiment toujours gagnant, parce que on fait rentrer plus de monde. Et au final, ces abonnés, ils restent parce que quand ils ont consommé 2-3 mois de nos contenus, donc c'est ça aussi dans la fidélisation, c'est comment cette petite routine. Le matin, je télécharge mon journal, je lis les 3-4 articles phares du jour. Si on arrive à développer cette routine, et en fait, ces abonnés, on arrive à les garder. Donc, faut vraiment, c'était souvent un débat en interne très important. Ah non, trop d'offres promo, attention, on est en train de dévaloriser la valeur du parc, etc. Au final, à chaque fois qu'on en fait une, à la fin de l'offre promo ou 6 mois après la fin de l'offre promo, on est gagnant. Et l'uplift qu'on a fait grâce à cette offre promo, elle est plus importante que si on ne l'avait pas fait. Ce que tu me disais à l'époque, c'était en novembre 2019, donc 4 mois avant le Covid, c'était que déjà là, vous aviez remarqué que le gratuit, ça sert à rien, et que de mettre une offre promo à 1 euro ne changeait absolument rien au churn et n'avait pas d'effet sur l'acquisition. Entre le gratuit et 1 euro, entre 0 et 1 euro, autant vendre 1 euro, et que vous étiez justement sur cet apprentissage-là à l'époque. Tout à fait. Et notamment parce qu'il met déjà sa carte bleue une fois. Je dirais même aujourd'hui, je pense que c'est même plus bénéfique. Parce qu'il est habitué déjà à payer une première fois. Et donc le deuxième mois, il sera moins surpris d'être débité une seconde fois. Donc ça a même plutôt une approche vertueuse. Le freemium, c'est ça ce que tu es en train de dire, hein, et ce que tu me disais déjà à l'époque, le freemium au final n'est pas forcément plus intéressant qu'une offre promotionnelle, donc payante mais promotionnelle. Tout à fait. Hyper intéressant. Après, je pense que c'est aussi le marché qui est comme ça. Et qu'aujourd'hui, la plupart des offres dans l'univers du divertissement, et nous on se place aussi un peu là-dedans, ton premier mois est 1 euro, et je pense que c'est devenu un peu une habitude qui entre guillemets, qui est plus une barrière à l'entrée comme ça pouvait l'être sans doute par le passé, quoi. Tout ça, tout ce qu'on vient de dire à propos du Covid et de cette évolution l'année dernière s'inscrit dans une période qui est une période de refonte, où vous avez repensé un peu la plateforme l'équipe, oui. Et ça vient de sortir, c'est le deuxième sujet que je voulais aborder avec toi, une plateforme avec un enjeu qui est d'un côté explorer les temps longs avec Explore, et de l'autre côté le live. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, alors on a eu, avec le Covid, on avait déjà un peu ça en tête, mais c'est vrai que ça a accéléré un peu notre démarche. De se dire qu'aujourd'hui, on est très fort sur l'info, qui reste le cœur de notre offre, c'est l'information, les résultats, les déclarations. Ça, globalement, je pense qu'on a nos 3 millions de visiteurs uniques là-dessus, c'est très puissant, et ça marche plutôt bien, et on voit qu'on arrive à transformer en abonnés. Mais on s'est dit qu'il nous manquait sans doute 2 autres approches très fortes du sport, qui étaient donc le temps long, le documentaire. J'ai 25 minutes à perdre, j'ai envie de regarder un documentaire vidéo sur un boxeur que je connais pas, ou j'ai envie de lire une belle histoire. Voilà, ça, on trouvait ça intéressant, et d'aller sur le sport évidemment, mais aussi un peu les à côté du sport. Là, on a lancé avec notre plateforme Explore par exemple 2 reportages, 2 documentaires, un sur un boxeur complètement mytho qui a réussi à faire un championnat de France devant les caméras de Canal+ alors qu'il n'avait jamais boxé. Donc une histoire assez incroyable. Donc c'est le sport, mais ce qui est plus marrant, c'est le fait divers, et c'est l'histoire de ce mec-là. Et ça a très bien marché. Et une autre histoire qui est encore plus éloignée du monde de l'équipe, mais qui, je trouve, donne bien l'approche. À Boscodon, au-dessus du lac d'Embrun, il y a un certain nombre de randonneurs qui ont disparu ces dernières années. Où ça ? Au-dessus d'Embrun, là, dans les Alpes de Haute-Provence. Ouais. Il y a un certain nombre de randonneurs qui ont disparu. On allait raconter l'histoire de ce qui s'est passé autour de cette abbaye, très belle abbaye. Voilà, et donc ça a marché, ça a super plu à nos abonnés. On a réussi à faire du recrutement d'abonnés là-dessus, parce que voilà, c'est le sport. Ils savaient ce qu'ils avaient avec le sport, notre analyse de Roland Garros, de la Ligue des Champions ou demain de l'Euro. Mais ils savent qu'aussi, grâce à cette nouvelle offre Explore, on va réussir à leur proposer autre chose,
qui reste dans l'univers du sport et voilà, mais avec une approche différente et qui va leur, entre guillemets, permettre de s'évader, hein, le pas de côté, comme on aime bien dire chez nous, ou que d'autres disent aussi. Et voilà, donc ça, c'est Explore, c'est comment on arrive à aller toucher cette cible des gens qui aiment le sport, mais qui aiment aussi découvrir quelque chose, s'évader, voilà, vraiment le temps long. Et ça, on trouve que c'est intéressant. Ça vient aussi de ce qu'on faisait depuis 2013, qui est notre rubrique L'équipe Explore. C'est vraiment la déclinaison de ça. Qui était pareil, ces grands reportages multimédia, comme on disait à l'époque, où il y avait du son, de la vidéo, du texte, un peu d'animation. Et donc voilà, ça, on en faisait un par mois. On en a à peu près 80 là, qui étaient en stock. Là, l'idée, c'est d'en faire 2 à 3 par semaine. Donc voilà, des nouvelles histoires et d'aller plus loin. Donc le lac s'appelle le Serponçon. Le lac de Serponçon, voilà. Et au-dessus, c'est l'abbaye de Boscodon. Et autour de cette abbaye, les visiteurs disparaissent. Des randonneurs. Les randonneurs disparaissent. Ouais. C'est affreux. Mais pourquoi ? Ils vont où ? Ils sont où ? Je te laisserai lire l'histoire. Abonnez-vous. Non, mais l'histoire est vraiment chouette. Elle est super bien racontée par nos journalistes, qui est parti avec un de nos photographes faire ce reportage, et c'est vraiment sympa. Et voilà, c'est loin du sport, mais voilà, mais ça gêne pas de nos lecteurs. Intéressant, parce qu'en faire un par mois de longue forme, un peu riche en termes de médias, à 3 par semaine, c'est aussi un changement de paradigme sur tes équipes, j'imagine. Tu parlais de maquettistes tout à l'heure qui donnent une forme nouvelle à une histoire. Là, j'imagine que il en faut plus. Enfin, ça a été un changement aussi du coup de process. Alors c'est un changement de process, c'est une réallocation des ressources côté rédac, donc notamment beaucoup plus de ressources graphiques côté rédac pour travailler ça. Et après, on a aussi essayé, alors là c'est plus l'enjeu techno, mais comment on arrivait à trouver des outils qui permettaient de créer des longues formes facilement. Donc mon patron des développements a fait un très bon post sur Medium qui raconte ça, le no-code en fait, comment à travers un outil qui s'appelle Webflow, on a mis ça en place, et aujourd'hui les équipes de la rédac avec les graphistes, entre guillemets autonomes, pour créer des longues formes de manière assez industrielle, tout en essayant de pas trop être dans le template et en essayant de faire varier tout ça régulièrement. Mais du coup avec Webflow, intéressant, que vous avez intégré à votre back-end CMS. Tout à fait. Ouais. C'est sous ta responsabilité ? Oui. Tu peux nous parler de cette migration ou de cette en fait le choix, c'est, on s'est dit, oh là là, mais comment on va faire pour faire ces 3 longs formats chaque semaine ? On va pas mettre des dev front sur le sujet chaque semaine, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on a comme surtout outil ? Que c'est immaintenable c'est l'enfer. Et donc le patron des développements là, Raphaël a cherché, on a commencé un week-end, il s'est dit tiens, je vais prendre 1 ou 2 explores qu'on a déjà fait par le passé, j'essaie de le transformer avec Webflow. Et en fait en 4 heures il avait réussi à transformer un explore qu'on avait mis une semaine à faire. Évidemment, toutes les ressources graphiques étaient déjà prêtes dans ce Webflow. Donc ça a été une vraie révélation pour nous. Et après, on a testé un certain nombre de formats. Et on sait, après, nos articles restent dans notre CMS. Enfin voilà, c'est un truc qu'on met à côté, qui sont dans la main de quelques personnes. Évidemment, toute la rédac n'a pas accès à ça. Et ça fonctionne. Et là, depuis qu'on a lancé la plateforme, depuis 3 semaines, on a réussi à tenir nos délais de sortie des différents longs formats. Donc, à raison de 2 à 3 par semaine. Oui, exactement. Prévu longtemps à l'avance ? Alors ça, c'est... Puisque tu es sur du temps long, tu peux te faire un planning éditorial plus... Ouais. Ça, c'est la théorie. Après, la pratique d'une rédac, qui doit anticiper, qui doit préparer plusieurs semaines ou mois avant, c'est pas dans leurs habitudes, notamment quand on fait un quotidien. Donc il y a tout ce travail-là qu'on doit beaucoup mieux faire, parce que après, on essaie de faire beaucoup de choses en série, pour vraiment aussi... par rapport à l'enjeu de fidélisation de l'abonné. Il commence un épisode et puis la semaine d'après il en a un autre, pour qu'on arrive à le garder dans la durée. C'est un de nos enjeux qui est très important. On pense qu'Explore va permettre ça, va permettre de mieux fidéliser l'abonné, va évidemment permettre d'en recruter, mais aussi de le fidéliser. Mais donc ça veut dire qu'il y a des articles longs qui sont ouverts à tout le monde et d'autres réservés aux abonnés ? Ou tu donnes le début quelle est l'approche ? Alors c'est quasiment à 95% réservé aux abonnés. Tous ces grands reportages, toutes ces grandes enquêtes qui demandent vraiment beaucoup de temps de travail, et de préparation. Allez, on en fait quelques-uns qu'on offre aux non-abonnés pour leur faire comprendre ce qu'est Explore et ce qu'il y a derrière comme type de contenu, mais la plupart sont pour les abonnés. T'as une idée du temps de travail nécessaire pour faire un article ? Ça dépend vraiment, s'il y a besoin de partir sur le terrain, de faire un reportage, une enquête, il y a un peu de... Mais oui, c'est 2-3 semaines minimum. Pour un article ? Ouais. Ok, énormément de travail du coup. Ouais.
Ok, intéressant. Et donc ça, c'est sur la partie Explore, et ensuite il y a la partie Live. Voilà, et donc ce qui nous manquait aussi, c'était pouvoir, puis on l'évoquait tout à l'heure sur les droits sportifs, il y a de moins en moins de sports gratuits, à la télé ou même sur les plateformes numériques. Et la chaîne avait bien développé cette chaîne de sport en direct, avec un certain nombre de sports qui ont très bien marché. Et ils avaient un certain nombre de droits qu'ils n'exploitaient pas parce qu'ils n'avaient qu'un seul canal. Donc la chaîne était un peu à l'étroit. On le faisait un peu sur le site, mais de manière un peu épisodique. Voilà, on s'est dit, tiens, il y a ce droit-là qui est disponible, la chaîne ne peut pas le diffuser, le site, est-ce que vous le voulez? Alors nous, oui, non, je sais pas. Voilà. Donc là, on s'est dit, il faut absolument qu'on organise ça, et surtout, comment on arrive à proposer ces plusieurs canaux et d'arriver à aller chercher des droits qui ont besoin de visibilité, qui intéressent nos lecteurs, et qui vont permettre d'avoir l'approche globale, l'information, le temps long, et le sport en direct, qui est la base de ce qu'on veut raconter, on doit raconter. Donc c'est vraiment ça l'approche avec Live, et ça fonctionne, parce que là on s'est lancé le 26 mai, on avait les championnats du monde de hockey, qui étaient diffusés en intégralité sur la plateforme, on a fait sur la finale 50 000 spectateurs qui sont venus regarder le match, donc ça commence à être significatif, on a fait plein de matchs de foot préparatifs à l'Euro, où ça fonctionne, où on a fait 150 000 sur Angleterre-Roumanie, ou voilà, des matchs comme ça. Et donc, on pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Et puis surtout, on veut aussi aller chercher des sports qui sont aujourd'hui peu ou plus médiatisés, comportant un bassin d'audience fort. Ce week-end, on va faire des Coupes du Monde de gymnastique. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent de la gym. Impossible de regarder une image de gymnastique à part aux Jeux Olympiques sur France Télé. Donc, c'est comment on accompagne ces sports-là qui sont moins médiatisés, parce que pas facile à expliquer si tu le fais pas régulièrement. Et nous, notre plateforme va pouvoir le faire. Et on a un horizon avec tout ça, c'est Paris 2024, où tous ces sportifs, nous, c'est notre métier de leur raconter leur histoire pour que quand ils arrivent à Paris 2024, on les connaisse tous. Et donc voilà, on va aller beaucoup sur le sport olympique pour essayer de raconter ces histoires-là, parce qu'évidemment, pour les sports olympiques, c'est que c'est entre guillemets, ça ne coûte pas très cher. Faut aussi se le dire, hein. C'est pas du foot, c'est pas du rugby, c'est pas du tennis, mais pourtant c'est des super sports, c'est toujours très bien produit parce que dans plein de pays, y a des gens que ça intéresse plus qu'en France, en tout cas jusque-là, avant que notre plateforme se lance. Donc voilà, donc on a vraiment ces enjeux-là d'arriver à médiatiser ces sports parce qu'on le raconte dans le journal, parce qu'on le raconte sur le site, et voilà comment on va jusqu'à Paris 2024 avec ça, quoi. Paris 2024 en ligne de mire dans 3 ans du coup. Ce que tu m'as dit un peu plus tôt et qui est intéressant, c'est qu'il faut toujours un lien entre l'événement et le papier qui va en parler, ouais, en amont ou en aval. Mais du coup, la clé d'entrée, s'il y avait un tunnel, c'est le live dont on va ensuite tirer des papiers, ou c'est le papier qui va m'amener vers... Je pense qu'il y a vraiment les deux. Celui qui va lire l'équipe et qui est un habitué chez nous, il va comprendre que ce qu'il a lu, il va pouvoir le voir quelques heures après sur le site. Donc ça, je pense que c'est un axe. Et puis il y a l'axe... le ou la passionné de gymnastique, qui en fait la Ligue 1 ou la Ligue des Champions ou le tennis, il s'en fout, et qui va par sa communauté, par son club, par ce qu'il va pouvoir suivre sur son sport préféré, va dire ah ouais tiens l'équipe ils vont diffuser de la gym et donc je vais venir voir. Donc il y a vraiment ces deux approches, à la fois toucher des gens qu'on ne touchait pas aujourd'hui et comment toucher nos lecteurs pour pouvoir leur apporter une expérience supplémentaire avec du live et de la vidéo. Donc ça c'est, et puis un élément qu'on n'a pas évoqué, mais évidemment, un de nos enjeux autour de Live, c'est la monétisation publicitaire autour de la vidéo, qui aujourd'hui, ce qui nous, pris unitairement, ce qui nous rapporte le plus. Un pré-roll nous rapporte plus qu'une banner ou un rectangle display. Donc c'est aussi... Donc t'élargis ton voilà, inventaire. Et c'est aussi pour ça, il y a évidemment cet enjeu-là. Alors il y a une autre innovation que vous portez, alors qui est en cours, hein, si je dis pas de bêtises, mais qui est les podcasts pour les abonnés. Quelque chose qui est assez rare. Nous, on fait chez Causa Vostra pas mal de podcasts pour des clients qui sont soit publics, soit de l'interne, par exemple de la formation. On n'a pas encore fait, si je dis pas de bêtises, mais des podcasts réservés à une... Quelle est l'approche ? En fait, l'approche, c'est et je ne l'ai pas dit dans Explore, mais qui faisait partie, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel de notre offre abonnée reposait à 80% sur les contenus du journal ou sur des contenus écrits. En fait, on n'avait pas vraiment d'approche numérique. C'était, entre guillemets, ce qui avait le plus de valeur ajoutée, c'est ce qui était dans le journal. Et tous nos contenus étaient assez classiques, texte, photo, etc. Et on s'est dit aussi, il faut absolument que nos contenus soient plus numériques, soient pensés numériques pour nos abonnés numériques, que ce ne soit pas qu'une déclinaison de ce qu'on faisait déjà ailleurs. Et donc, les longs formats avec de l'animation, de la vidéo, de l'audio, ça en faisait partie. Mais les podcasts en font aussi partie. Et pour essayer d'apporter vraiment une valeur ajoutée supplémentaire, on a fait un podcast sur les entraîneurs de foot qui racontent la relation avec leur métier, la difficulté de leur métier, la pression, la gestion des joueurs, le management, etc. Vraiment intéressant, notamment le premier numéro avec Christophe Galtier,
l'entraîneur de Lille, champion de France, et qui raconte vraiment bien ça. Et ça, on se dit, ça a tellement de valeur, ça doit être un privilège pour l'abonné de l'avoir. J'aimerais beaucoup si jamais demain il y avait un marché publicitaire suffisant pour le mettre sur toutes les plateformes et que tout le monde l'écoute, mais aujourd'hui c'est pas la monétisation, c'est pas la rentabilité qu'on pourrait espérer avoir. Donc voilà, on préfère se dire on va faire du talk, on va faire de l'actualité autour des podcasts, enfin de l'actualité au sein de nos podcasts, on va raconter ce qui s'est passé cette semaine dans le foot, dans le rugby ou dans le basket. Ça c'est très bien, on le monétise en pub et on le donne au plus grand nombre. Mais d'un autre côté, quand on rentre dans l'intime, dans vraiment la valeur ajoutée, la haute couture, comme disent certaines personnes à la rédac, ça, on le réserve à l'abonné parce qu'on pense que c'est vraiment ce qui fait du sens. Et une approche vraiment numérique du contenu et pas toujours une déclinaison du papier. Je reste là-dessus une seconde, mais ces entraîneurs, ils se livrent vraiment en toute transparence ? Vraiment en toute transparence et en tout cas sur la difficulté de leur métier, sur ce qu'ils vivent sur un banc de touche pendant un match. Et c'est vraiment top. Ça doit être passionnant. Presque 1 million d'écoutes sur l'ensemble de votre podcast. Tout à fait. Ok, on parlera de monétisation après. On a quelques retours d'expérience sur le sujet. Ce que je trouve intéressant dans tout ce que tu dis, c'est que ça... Alors, tu profites de ta place de leader sur le marché de l'info sportive, on va dire, j'ai dit ça au sens large, sans forcément tirer à toi tous les lecteurs possibles. Tu me disais tout à l'heure que tu es très heureux si Canal+ fait plus d'audience, parce qu'au final, toi, tu as plus de choses à dire. Ouais. C'est intéressant. Donc, tu es une clé d'entrée vers le sport, potentiellement, vers d'autres plateformes aussi ? Ouais, alors ça, c'est une approche qui est un peu nouvelle pour nous, mais on pense que cette place de référence dans l'info sportive, de carrefour, globalement, comme tu le disais tout à l'heure, la plupart des gens qui s'intéressent au sport, à l'actualité sportive, ils passent au moins une fois dans le mois chez nous. Voilà, donc on a une part de marché très importante. Et on pense qu'on doit profiter de cette position de carrefour pour essayer d'offrir, un peu faciliter la vie du fan de sport. Et dire, voilà, tu viens lire l'équipe, t'es abonné, t'es pas abonné. Et puis nous, on va aussi te proposer, t'es fan de NBA, tu veux... demain, regarder tous les matchs de NBA sur le NBA League Pass, qui est leur offre OTT de NBA. Et demain, est-ce que l'équipe ne doit pas devenir un distributeur de ce type d'offres ? Aujourd'hui, on n'en a pas, mais en tout cas, c'est vraiment un axe sur lequel on veut travailler, on veut réfléchir, parce qu'on pense que il faut qu'on apporte qu'est-ce qu'on peut apporter comme valeur ajoutée à l'abonné ou au non-abonné quand il passe chez nous, et quelle est la place de l'équipe. Et on a plutôt des bons échos des différentes plateformes avec qui on peut discuter. Est-ce que d'autres plateformes médias, des fournisseurs d'accès à Internet, des FAI font comme, je pense à Canal ou même Free d'ailleurs, qui offrent d'autres... Qui offrent d'autres, pour eux faire de l'upsell, nous aussi, mais c'est aussi pour faciliter. Tu as une seule facture qui est chaque mois, c'est l'équipe qui te propose tes abonnements de sport, l'équipe et potentiellement d'autres. C'est marrant, c'est le parallèle qu'on pourrait faire avec une autoroute. Tu vends le moyen d'accès plutôt que la destination. Ouais. Hyper intéressant. J'aimerais terminer sur des aspects plus marketing. Vous avez une ambition de croissance de 50% de votre offre abonnée. Vous êtes à plus de 300 000 aujourd'hui. Oui. Et vous visez 450 000 dans quelques années, d'ici 2025. Ouais. 2025. Fin 2024, début 2025. Juste après les JO. C'est 50% de croissance. Comment est-ce que tu vas faire ? Déjà, tout le travail qu'on fait sur Explore et qu'on fait sur l'info, à essayer de comment on a du contenu à valeur ajoutée, du contenu numérique. Je pense que c'est évidemment le cœur. De toute façon, la base, c'est le contenu. On peut faire tout ce qu'on veut autour, mais si le contenu est pas bon, si le contenu n'intéresse pas, les gens ne s'abonneront pas. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est comment on est meilleur sur le contenu. Ça, c'est un enjeu fondamental. Et le contenu peut prendre différentes formes, différents styles, j'imagine. Il y a de la programmation, il y a des séries. Ouais, il y a vraiment tout contenu de sport, quel qu'il soit écrit, audio, vidéo. Par exemple, je vais faire une petite aparté, mais là, c'est une actualité très récente. On a annoncé qu'on avait acquis les droits de la Copa América hier, qui commence dimanche, en même temps que l'Euro. Donc, la Copa América, c'est l'équivalent de l'Euro, mais en Amérique du Sud, avec les 10 pays, notamment l'Argentine et le Brésil, Messi et Neymar. Donc, typiquement là-dessus, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne testerait pas le fait de le réserver aux abonnés ? Est-ce que c'est un contenu ? C'est un peu antinomique ou contradictoire avec ce que je te disais tout à l'heure sur Live, où on veut l'ouvrir au plus grand nombre. Mais là, on pense que c'est une compétition qui est quasiment premium, qui a toujours été sur des chaînes payantes. Et typiquement, on fait ce test et on a envie de voir si, en plus de l'abonnement à l'équipe, si on t'offre des compétitions de ce niveau-là, est-ce que ça nous permet vraiment de faire largement progresser notre parc d'abonnés ? Et après de garder ces gens-là qui sont plutôt rentrés pour la Copa América et qui ont découvert notre contenu texte.
Donc c'est vraiment tout type de contenu qui va venir enrichir l'offre d'abonnement, tout ce qu'on va pouvoir mettre et qui a de la valeur ajoutée. Encore une fois, si ça n'a pas de valeur ajoutée, ça ne sert à rien de la mettre dans l'offre d'abo. Mais tout contenu qui a de la valeur ajoutée, et l'exemple de la Copa América, je pense, sera vraiment intéressant à suivre. Est-ce que ça nous permet vraiment de progresser, de franchir une étape supplémentaire? Ça m'avait déjà marqué à l'époque à quel point vous étiez en avance, je sais pas, mais en tout cas fort sur la data. L'une des conclusions qu'on avait lors de cet entretien qui était hyper intéressante et que je vous invite vraiment à écouter, chers auditeurs, c'était t'aurais pu en venir de mémoire à savoir quel type d'article et quel type de pigiste, concepteur, rédacteur ou designer va faire tel article qui aura généré tant de lecteurs du coup d'abo ensuite, quoi. Non, ça continue, ça c'est même plutôt amplifié. Je sais pas si c'était le cas la dernière fois, mais aujourd'hui, maintenant, à la conf de rédac le matin, il y a quasiment tant de personnes du marketing que de la rédac. Ok. Donc ça, je pense que c'est une approche... Sans se dénaturer, sans se trahir. C'est intéressant, c'est un enjeu. En fait, ils sont là pour donner des indications. Ok. Dire ça marche, ça, vous devriez peut-être continuer à prolonger le sujet là-dessus, on se rend compte qu'il y a un vrai potentiel. Après, la rédac dit non, c'est bon, on a fait assez de trucs, il n'y a plus rien à raconter. Mais on donne des éléments, on nourrit pour qu'eux, ils aient plus de clés pour choisir et décider ce qu'ils vont mettre en avant, quel papier ils vont faire, sous quelle forme ils vont le faire, est-ce qu'on le fait en série, est-ce qu'on le fait en one-shot, est-ce qu'on le fait en vidéo, etc. Donc ça c'est un travail qui de temps en temps est même un peu... Aujourd'hui, on a une rédac qui regarde les chiffres en permanence. De temps en temps, moi je leur dis non mais c'est super les chiffres, mais allez-y, faites ce que vous faites de mieux. Enfin voilà, il y a évidemment le les contenu chiffres, doit être clé. Ouais. Mais globalement, notre offre, elle doit être globale. Et oui, ça a peut-être moins bien marché, mais on a besoin de le raconter quand même. Donc voilà, donc c'est super les chiffres. À un moment, on se dit qu'on n'a pas créé un truc un peu trop fort et que tout le monde veut. Ok, mais ça a fait combien d'abonnés? Non, mais c'est pas grave. C'était super. Il fallait qu'on le fasse et on n'a peut-être pas recruté d'abonnés sur cet article, mais c'est pas très grave. On va continuer à progresser. Donc non, la data est toujours au cœur au cœur et notamment on a lancé des offres engageantes là pour essayer de garder nos abonnés dans la durée. Ce que je disais, c'est que là, les 2 dernières années, on a 20% de nos recrutés qui avaient déjà été abonnés par le passé. Donc on a un vrai enjeu de fidéliser nos abonnés qui restent plus longtemps. Donc, on a parlé d'Explore, mais on a également lancé des offres engageantes sur 12 mois où tu payes mensuellement et sur lesquelles on a des très bons résultats. Là. On a une majorité des gens qui prennent ça. Évidemment, ils ont un petit dégressif sur le prix de l'abonnement mensuel. Et voilà, et on sent que ça commence à payer. Donc voilà tous les éléments qui vont nous permettre d'arriver à ces 450 000 abonnés. Je rebondis sur ce que tu disais à l'instant qui est hyper intéressant. On en parlait justement ce matin, on s'est fait un atelier en interne sur les podcasts. L'importance d'avoir un expert SEO qu'on a chez Cosa Vostra, mais qui vient nous dire sur la titraille, sur les descriptifs des articles, ce qu'on doit faire. Et du coup, justement, où est-ce que tu places ce curseur entre en écoutant ce podcast, vous saurez tout sur, tu vois, ou les trois, et le fond, et ce qu'on doit y dire. Et c'est Mathieu Stéphanie qui anime Génération Do It Yourself, mon associé que tu connais bien, qui nous donnait l'exemple de Joe Rogan, le gros podcasteur américain que beaucoup d'entre vous connaissent. Lui, maintenant, ses titres, c'est juste un nom. Il n'y a même plus d'enjeu, de sujet, il y a juste un nom. Et c'est descriptif. Donc ça, c'est les titres, et les descriptifs, c'est une phrase. Ouais. Pardon, voilà, je referme la parenthèse, mais sur l'importance d'avoir du contenu de qualité et que ça doit primer évidemment sur le long terme, surtout sur l'efficacité court terme. Et après, au final, avec ce contenu de qualité, on trouve toujours un moyen de le valoriser, de le mettre en avant, mais c'est là, ou de le prolonger, ou de travailler le SEO pour qu'il soit mieux référencé. Mais la base, c'est l'info et ce qu'on raconte. Contenu, c'est ce que tu m'as dit. Une bonne programmation, jouer avec éventuellement des séries d'articles. Tu me dis aussi que 20% des nouveaux abonnés sont des anciens abonnés qui se réabonnent. Ouais. Du coup, c'est intéressant et ça me fait te poser la question qui est la suivante. C'est est-ce que tu as une politique spécifique pour les abonnés morts, j'allais dire, c'est affreux, les anciens abonnés, les désabonnés? Ouais, on a un CRM de réachat, un CRM pour essayer de les récupérer avec des offres plus ou moins agressives en fonction de comment ils ont consommé, quelle était la durée de leur période d'abonnement, et voilà, arriver à les retargeter après, même s'ils continuent à venir sur le site ou les applications. Donc ça commence à bien fonctionner, ça a mis du temps à se mettre en place, mais ça a très bien fonctionné. Mais tu te réabonnes pas seulement pour une offre spéciale ou agressive, tu te réabonnes peut-être pour une compétition je pense qu'on l'avait évoqué l'autre fois, mais on travaille beaucoup autour du push, que nous on est très fort sur les apps, donc on fait beaucoup de push notifs personnalisés en fonction de
tes goûts, de ce que tu as consommé, pour essayer d'aller rechercher des gens qui se sont des abonnés. On sait que tu es fan de Formule 1 et on sait qu'on a un super papier qui explique pourquoi Hamilton s'est planté dimanche dernier. Et ben voilà, on va être le recibler toi, on va l'envoyer peut-être à 1500 personnes, et puis là-dessus, il y a 30-40 qui vont se réabonner. Et donc ça, c'est tout un travail qu'on fait. Je pense qu'on avait déjà évoqué l'autre fois, mais autour de la data donc, et de la personnalisation, qui est un travail très longue haleine, ça fait 2 ou 3 ans qu'on est dessus. Et là, on commence vraiment à en voir les fruits, où on arrive à récupérer des gens, à faire recruter des gens parce qu'on leur cible le bon article, et surtout à faire mieux consommer les abonnés, c'est la clé. Plus ils consommeront, plus ils verront d'articles qui les intéressent, plus ils resteront. Et ça, c'est évidemment, c'est une banalité de le dire, mais c'est pas simple à faire. Quelle est la lifetime value d'un abonné ? Aujourd'hui, d'un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an, mois. Ok. Ouais. Formidable. Et tout ça dans un contexte, alors c'est peut-être une dernière question, ou plutôt un sentiment que je te demande, mais d'un groupe qui n'est pas forcément rentable, qui perd de l'argent. Quels sont les effets sur la gouvernance du coup, ou tes choix, tes budgets ? J'imagine que tu es confiant et vous êtes confiant sur le fait que l'équipe sera rentable un jour, mais dans tes choix au quotidien, quel impact ça a ? C'est quand même propre aux médias, ça. Ouais, alors moi j'ai plutôt la chance d'être là où l'activité doit se développer, parce que l'axe de croissance du groupe qui perd de l'argent en fonction des années, plus ou moins, mais c'est comment on arrive à transformer... tout le monde dit la transformation numérique, etc. Mais on reste avant tout un groupe de presse qui vend du papier, qui a toujours vendu du papier. Et comment on arrive à en faire une boîte numérique qui pense numérique et qui fait que nos abonnés décollent. C'est que pourquoi on dit 450 000 ? C'est qu'à 450 000 abonnés, on pense qu'avec la baisse structurelle du papier, la télé qui va continuer à progresser, mais elle va pas non plus faire x2 en quelques années, c'est par l'abonné numérique qu'on permettra à ce groupe d'être rentable. Donc voilà, c'est ces 450 000 abonnés-là, avec la trajectoire du print et celle de la télé, qui devrait permettre à l'équipe d'être à l'équilibre et de commencer à gagner de l'argent. Mais c'est un long travail, et c'est notamment un long travail culturel d'arriver à faire transformer cette entreprise en une boîte numérique qui va vite sur certains sujets, qui prend son temps, qui met des moyens dans la techno. Voilà, ça c'est mon boulot, mais ça prend du temps d'arriver à convaincre tout le monde. Emmanuel, merci infiniment pour ton temps, c'est passionnant, c'était déjà passionnant la dernière fois, ça l'est encore. Je fais pas souvent de sujets qui sortent vraiment de l'e-com, mais là on y est, puisqu'il y a une transac à la fin, transaction, pardon. E-commerce, transaction, je mange tous mes mots. Non, c'est passionnant. Merci infiniment pour ton temps. Merci Laurent. Tu as parlé aussi très longuement avec mon associé François sur un podcast qui s'appelle Mediarama, qui est l'innovation dans les médias. Je vous le recommande, chers auditeurs. Et puis je te retrouve dans 1 an ou 1 an et demi pour voir où vous en êtes sur le chemin des 450 000 abonnés que vous êtes fixés comme objectif. Merci infiniment. Merci. Et à bientôt, chers auditeurs. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du Catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max, et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode, du panier ou d'un catch-up. Et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, Laurent Kretz, Kretz. À bientôt.